Depuis la nuit des temps, elles habitent les tréfonds de l'âme humaine. Quelle est la réalité de ce phénomène? Les sorcières existent-elles? Qui sont-elles? Est-ce une communauté qui persiste aujourd'hui? Ont-elles un but particulier? Nous vous emmènerons à Salem, une ville située sur la côte ouest des États-Unis. Elle est tristement célèbre pour le procès de sorcières, en 1692, qui entraîna l'exécution de plusieurs habitants. Nous irons ensuite à Salem en Inde, dans le Tamil Nadu, pour s'intéresser à un phénomène étrange qui survient lors des lunes rousses. Notre voyage nous mènera ensuite dans le Berry, en France, pays d'une sorcière bien connue, George Sand, afin de rencontrer une espèce extrêmement rare de sorcière, la sorcière blonde. Aujourd'hui dans les dossiers interdits, les sorcières. Le mot sorcière, en tant que tel, apparaît réellement au XIIIe siècle, dans le roman d'Énéas, roman anonyme, dont la date de rédaction du premier manuscrit est estimée à 1160. On considère ce texte comme l'un des plus anciens romans français, adaptation de l'Énéide, de Virgile. Cette figure féminine, maléfique, possédant des pouvoirs occultes, est très ancienne dans le monde occidental. En France, une inscription retrouvée dans le Larzac, appelée « Plomb du Larzac », en témoigne. C'est l'un des plus longs textes en langue gauloise qui nous soit parvenu. Il mentionne principalement ou exclusivement des femmes, jeteuses de sorts qui paraissent organisées en confréries. Le terme gravé est celui de Bristia, le sort. On rapproche ce dernier du vieil irlandais Brecht. La magie maléfique des sorcières est attestée dans le monde celtique, notamment en Irlande. Des confréries de femmes à pouvoir magique sont mentionnées en Gaule par des auteurs anciens, chez les Ossimes, un des peuples gaulois du groupe des Celtes armoricains. Cela correspond approximativement à celui du département français du Finistère et à la partie occidentale de celui des Côtes d'Armor. Chez les Ossimes, il y avait un collège de 9 prêtresses qui étaient capables de déclencher la tempête et de se changer en animaux. Ces croyances vont entraîner la promulgation de lois pour condamner ces actes dits de sorcellerie. Nous avons eu le grand privilège de rencontrer l'expert mondial sur la question, professeur Van der Preux. Nous apprendrons que l'émergence d'une chasse aux sorcières tient, pour beaucoup, aux modifications des représentations religieuses de l'époque. C'est le premier texte ecclésiastique officiel qui affirme la réalité des cérémonies maléfiques, secrètes, organisées par les hérétiques. La bulle papale du 5 décembre 1484 était signée par la bulle des sorcières Summis Desiderantes Affectibus. Innocent VIII donne son approbation à l'Inquisition de procéder à l'emprisonnement, la punition, le châtiment pour toute personne soupçonnée de sorcellerie. 1486, publication du manuel de chasse à la sorcière. C'est un véritable succès éditorial, 40 ans après l'invention de l'imprimerie par Paul Gut Imbert.
Le remplacement du système accusatoire par l'inquisitoire permet aux magistrats d'agir, même sans plainte de victime, et la généralisation de la torture permet d'apporter les indispensables preuves. On estime qu'en Europe, au début des temps, dits modernes, il y a eu 110 000 procès et 60 000 condamnations. De nos jours, où trouve-t-on encore des sorcières ? Après des siècles de chasse aux sorcières, on comprendra qu'elles se soient faites très discrètes. Elles apparaissent, néanmoins, fugacement, dans des lieux du quotidien, comme sur ces images d'une caméra de télésurveillance d'un supermarché, ou, encore ici, où elles ne prennent même pas la peine de se dissimuler. Aujourd'hui au XXIe siècle, de nombreux ouvrages sur le sujet paraissent chaque année, et on observe un regain d'intérêt pour cette thématique. Des auteurs contemporains se sont inspirés de cette figure imaginaire, bien réelle. J'ai écrit un roman intitulé Salem. J'adore les sorcières. Et pourquoi vous en avez peur? Pas moi. Elles sont très gentilles, elles cuisinent bien, et elles adorent mes histoires. La première piste de notre enquête nous a justement menés aux États-Unis, à Salem, et après plusieurs mois de travail patient, nous avons pu assister à un événement extrêmement rare, qui, à notre connaissance, n'avait jamais été filmé, le recrutement d'une apprentie sorcière. Kelly Spigla, une sorcière américaine de niveau master, nous a laissé la filmer durant une journée, lors d'un rituel initiatique d'intégration d'une nouvelle recrue. Orion Web TV est fier de vous montrer ces images. À notre connaissance, aucun média n'avait jusqu'alors été témoin de ce phénomène. Nous vous laissons découvrir, en exclusivité, ces images. Ce document, exceptionnel, remet en question les connaissances actuelles sur les sorcières.
En exclusivité pour Orion Web TV, voici les premières impressions du spécialiste, Herr Professor van der Proo. Tiens, ces images sont exceptionnelles car elles ont été filmées en 1391. Donc, ils n'avaient pas de caméra. Avec quoi ont-ils filmé? Avec la sorcellerie IE. Après les révélations fracassantes du professeur Van der Proo, la suite de cette enquête nous emmène dans une région du sud-est de l'Inde, dans une ville également appelée Salem. Kelly Spigla avait évoqué l'opportunité de rencontrer des sorcières dans cette ville lors de la première pleine lune rousse. Ce qui nous a marqué, d'emblée, dès notre arrivée à la gare de Salem, c'est le comportement étrange des corbeaux. Une attitude désobligeante, bavarde, épiant nos faits et gestes, comme ici. Se regroupant à certaines heures, en vol de mauvais augure. Pouvant parfois feindre une attitude pondérée, tout en assistant à une messe, auprès d'une ancienne condamnée au bûcher. Mais le plus souvent, nous avons pu observer que les corbeaux étaient à l'origine d'incivilités diverses. Comme ici, ou ici, où une paisible chauve-souris tente de se reposer. Bref, laissant planer une atmosphère d'effroi sur la ville, tout en gardant un œil constant sur nous. L'attitude de cette espèce aviaire semble pourtant tout à fait normale pour les Tamouls. Ces corbeaux n'ont rien de particulier, non, vraiment. Ils sont tout à fait Ils normaux. sont effectivement plus nombreux ici et là, mais qu'est-ce qui est anormal? Il y a des familles assez importantes. Ils arrivent à Salem, ils aiment Salem. C'est très attractif. Hein. C'est un grand nid d'oiseaux à ciel ouvert. Hein. Il y a plein d'œufs partout, hein, vraiment partout. Et même, il n'y a pas plus normal à Salem que Salem. Tout est normal. Et c'est super, ouais, Ok, super. normal, hein, aucun problème. Tout est sous contrôle. Ok. Nos tentatives pour obtenir des informations sur la raison du comportement étrange des volatiles a été mis en échec. Nos interlocuteurs feront en sorte de ne pas répondre à nos questions. L'interview a dû s'interrompre subitement, à la demande de ces hommes en moto, qui se sont arrêtés derrière nos interviewés. Nous avons voulu aller plus loin et interroger l'expert de renommée internationale, Lady Gayatri Nanjapat, sur le lien possible entre les sorcières et les corbeaux. Un lien avec les sorcières et les corbeaux à Salem? Une question étrange. Pourquoi vous imaginez cela? Je peux très bien. Ce que je peux vous dire, c'est que le corbeau est très présent dans les contes du Panchatantra, dont s'est inspirée La Fontaine. Cette tradition orale remonte sur plus de 5000 ans, ce qui en fait un des plus anciens recueils au monde. Le corbeau est relié à la déesse Tumavati. Elle est une invitation à aller au-delà des apparences. La déesse est réputée pour sa bonté. Mais il n'y a aucun lien entre les sorcières et les corbeaux, à ma connaissance. Aucune de nos interviews ne confirmera de lien entre Salem, la ville en Inde, les sorcières, et le nombre, ainsi que le comportement étrange des corbeaux de cette ville. Nous étions sur une mauvaise piste. C'est à ce moment que nous avons, malheureusement appris, la disparition de nos collègues Sabine Louis et Stéphane Lynx, l'équipe de tournage dans le Berry. Nouvelle également relayée sur les chaînes télévisuelles nationales, comme ici, par Anne-Sophie Lapix, qui avait posé une candidature pour intégrer Orion Web TV, et c'est finalement Sabine Louis qui avait été choisie. C'est également à Salem, en Inde, que nous avons croisé Marie-Joseph Swazik Le Guillou, grande reporter d'investigation. Elle nous a dit être en vacances. Nous lui avons appris la disparition de nos collègues.
Je suis bouleversée par leur disparition brutale. C'était des collègues d'un grand professionnalisme et j'avais beaucoup de respect pour leur travail d'investigation. Nous avons pu échanger sur cette disparition, très étrange, avec Marie-Joseph Soisic-Le Guillou, qui a pu évoquer des éléments très confidentiels de son travail actuel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe une société secrète des sorcières dans le monde. On ne vous dit rien, le mieux c'est que vous le répétiez, mais ne dites pas que c'est nous qui vous l'avons dit. Une société secrète des sorcières dans le monde. Telle avait été la révélation de Marie-Joseph Soisic-Le Guillou, grande reporter d'investigation. Tandis que notre équipe se trouvait à Salem, en Inde, l'équipe de Sabine Louis et Stéphane Lynx menait l'enquête dans le Berry, avant de disparaître, mystérieusement. Le Berry a longtemps cultivé la réputation d'être le foyer principal de la sorcellerie française, grâce, notamment, à George Sand, qui a habité et a relaté les contes de ce territoire, imprégnés par les histoires de ces campagnes que l'on raconte à la veillée. George Sand a tenté de dissimuler sa vraie nature, mais certains ne s'y sont pas trompés. Le 15 décembre 1863, sous Pie IX, l'Inquisition romaine la démasque et inscrit, à l'index, l'ensemble de son œuvre. De même, dans le dictionnaire infernal de Colin de Plancy, on retrouve également une référence à George Sand dans l'illustration associée au mot « Sozine ». Sozine, sorcière et prêtresse de sabbat. Elle est très considérée des chefs de l'Empire infernal. C'est la première des femmes de Satan. On l'a vue souvent, avec ses yeux troubles, dans les assemblées qui se tenaient au pays de la bourre. Mais l'époque, bien heureusement, ne se prêtait plus au bûcher. Sur les routes du Berry, et dans des circonstances qui restent plus qu'obscures, l'équipe de Sabine et Stéphane se sont retrouvés dans un café de la région du Berry, le Howich Pub de Châteauroux, où ils ont pu prendre contact avec la population locale. C'est là qu'un rendez-vous secret a pu s'organiser le lendemain même, avec une espèce extrêmement rare de sorcière, une sorcière blonde. Elle a souhaité rester anonyme. En mémoire de nos collègues, et en exclusivité mondiale, Orion Web TV est heureuse de vous présenter cette interview exceptionnelle. La sorcière blonde est rare. Je n'ai pas d'explication. Je me suis rendu compte que j'étais une sorcière le jour où la maîtresse d'école a pris feu. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails. Il s'est avéré que Madame B souffrait d'un syndrome HPS, une hypersensibilité aiguë ou syndrome au potentiel sensible, en plus d'être une sorcière et être blonde. Chez la sorcière, ce syndrome présente quelques particularités. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile tous les jours. Souvent, on pense qu'avoir des pouvoirs rend heureux. Être sorcier ou sorcière, c'est avoir la connaissance de mystères. Mais c'est aussi être seul. Car, comme le disait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quand je rencontre une autre sorcière, on s'échange des recettes de gourmandises de sorcières. Nous nous réunissons les soirs de pleine lune, mais ça, peu de gens le savent. Nos questions semblent l'avoir particulièrement déstabilisée. À l'évocation de Salem, Madame B se volatilisera de nouveau et ne reparaîtra plus. À ce jour, la gendarmerie n'a pu auditionner Madame B et nous relayons son appel à témoins. L'alerte sur la disparition de Stéphane Lynx et Sabine Louis a été donnée 2 jours après cette rencontre. Le véhicule de nos collègues a été retrouvé dans le bois de Chanteloube. Dans ce bois, se cache discrète et mystérieuse, la mare au diable. Elle se trouvait alors à sec. Ce lieu est le titre d'un des romans les plus célèbres de George Sand. Une battue a eu lieu pour tenter de les retrouver, mais sans succès.
Une partie du matériel de tournage a néanmoins pu être récupérée, ici. Avec l'accord des familles, nous vous livrons les dernières images de nos collègues, images que nous avons pu dupliquer, avant la saisie par la brigade de gendarmerie. Le jour de leur disparition, Stéphane et Sabine s'engagent dans ce bois à 18h. Ils suivent différents sentiers et semblaient rechercher des éléments très précis sur le chemin. Ils parviennent à un plan d'eau à 18h30. À noter qu'aucune personne de l'équipe de volontaires, ni la gendarmerie, ni nous-mêmes, n'avons pu observer ce plan d'eau dans ce bois du fait de la sécheresse. Ils s'engagent ensuite sur un sentier après avoir longé les bords du plan d'eau. Après 10 minutes, ils montent sur le flanc droit sans suivre un sentier précis, pour finalement parvenir près de l'endroit où la gendarmerie a trouvé une partie de leur matériel. Un trajet qui a duré 50 minutes. Que s'est-il passé ensuite ? Leur caméra se remet en marche à 23h30. Après quelques essais en vision nocturne, ils installent la caméra en un point fixe, vers la clairière et vont réaliser les réglages. Pendant 20 minutes, la caméra tourne. Rien ne se passe. Puis, soudain, une silhouette diffuse semble apparaître. Elle va réapparaître à quelques mètres de la caméra. Puis réapparaît très fugacement, presque devant l'objectif. Ensuite, Sabine Louis et Stéphane Lynx se déplacent à vive allure. Tout semble assez confus. Stéphane Lynx perd de vue Sabine Louis. Il chute. La caméra s'arrête brutalement à minuit 1 minute et 6 secondes. Comme vous pouvez le voir, nous ne voyons rien. Que faisait-il là ? Que s'est-il passé ? La gendarmerie nationale n'a pas souhaité faire de commentaires sur ces éléments. C'étaient les dossiers interdits sur les sorcières.